à tous, bienvenue dans Face à Face. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la savate boxe française. Cette discipline jouit d'une excellente réputation puisque ceux qui en sont issus parviennent facilement à s'adapter à d'autres styles de boxe tels que le kickboxing ou la boxe anglaise. Alors justement, nous allons nous intéresser également à un boxeur qui a fait les beaux jours de la savate, Amri Madani, et qui s'est peu à peu réorienté en kickboxing. Mais avant de le rencontrer, je vous propose de découvrir ce bref historique de la savate boxe française. Les premières traces écrites de savate apparaissent au début du 19e siècle en France. C'est la seule boxe pied-point qui naît en Europe. En 1800, la savate est un sport de mauvais garçons. Finalement, c'est Charles Lecourt en 1938 qui la popularise en associant la boxe anglaise, c'est-à-dire le combat au poing, à la savate, donnant ainsi naissance à la boxe française moderne et au premier club de savate. Durant cette période, Joseph Charlemont et son fils codifient toutes ces techniques. Parti des bas-fonds de la capitale, la boxe française gagne en popularité et devient peu à peu un sport apprécié de l'aristocratie. Moins d'un siècle plus tard, la première fédération française des sociétés de boxe émerge en 1903, dont dépendent la boxe anglaise et la savate boxe française. La discipline fut même présentée au JO de Paris en 1924 comme sport de démonstration. Un homme qui pratique la savate est appelé un tireur, tandis qu'une femme s'appelle une tireuse. La savate boxe française se distingue des autres disciplines pied-point de par son côté esthétique. Les techniques de coups sont très déliées et armées. Mais la particularité est surtout vestimentaire. En plus du port obligatoire des chaussures, les tireurs revêtent une combinaison intégrale qui s'apparente à un fuseau. Aujourd'hui, l'équipe de France de boxe française est leader sur la scène internationale et représente une locomotive pour son développement au niveau mondial. Comme vous avez pu le remarquer dans l'historique, la boxe française nécessite une tenue très particulière. Nous allons donc rencontrer Aziza Oubaïta, la styliste des rings. Salut Aziza. Salut Lucie. Ça va? Et toi? Eh ben écoute, ça va bien. Donc aujourd'hui, boxe française. Donc Aziza, toi tu es une ancienne championne de boxe française, Oui. mais aussi en boxe anglaise, et tu t'es reconvertie dans le stylisme, allié deux passions. Finalement, c'est génial, c'est incroyable. J'étais styliste dans la vie de tous les jours et que j'étais boxeuse professionnelle, d'où certains boxeurs qui ont récupéré mon numéro, qui m'ont appelé, qui m'ont demandé de les habiller. Et donc voilà comment le système s'est un petit peu mis en place. Le stylisme, c'est le deuxième combat de ta vie? Complètement. Et c'est une super bonne compétition parce que du coup l'adrénaline que j'avais sur le ring, je la retrouve dans mes bureaux justement à avoir des deadlines super sharp parce que c'est aujourd'hui pour demain et puis toujours faire des tenues justement qui sont à la hauteur des boxeurs qui vont passer. Donc si on souhaite te passer une commande aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut te trouver? Sur la toile, tu es présente, sur internet? Alors je suis présente, beaucoup de commandes aussi, beaucoup de gens me contactent via Facebook en message privé. Sinon c'est beaucoup de bouche à oreille. Et puis sinon j'ai un site qui s'appelle tenupersonnalisée.fr où justement dans le point de vue contact, justement les gens ils peuvent me dire ce qu'ils veulent, etc., qui ils sont. Et donc du coup je reprends le relais après sur leur numéro. Donc Aziza, là je crois que tu nous as concocté justement une petite tenue en boxe française, parce que c'est très particulier. Tu peux nous la montrer? Donc ce que je t'ai fait pour toi dans les couleurs que tu m'as demandé. Donc comme tu connaissais pas non plus le design, donc voilà, je t'ai fait un petit haut qui est relativement simple, mais juste avec les écritures et justement la différence de matière, ça fait un petit peu la différence. Merci Aziza. Je pense qu'on va aller la baptiser maintenant dans une initiation avec Amri Madani qu'on va tout de suite rencontrer. Je vais t'en donner des nouvelles. Oui. N'hésitez pas à passer commande. Donc Aziza est joignable sur Facebook mais aussi sur internet pour tout, des shorts, des peignoirs et puis n'importe quelle création. Allez, hop, c'est parti pour le baptême. Amri Madani, c'est d'abord un garçon qui est
très posé, bosseur, c'est un boulimique de travail, il s'entraîne tout le temps. Même quand il n'y a pas des grosses échéances, il est toujours là. Et c'est un garçon qui écoute, il est dispo pour tout le monde, que ce soit les hauts compétiteurs que les moins compétiteurs. C'est Amri Madani, quoi, nous on l'aime bien. Le potentiel d'Amri, il était très grand, il était dans une catégorie qui était un peu plus bas, il était à 70 kilos à l'époque. Et donc quand il est arrivé de Toulouse chez nous à Bobigny, on a décelé avec le reste du staff techniquement il était l'un des meilleurs, il avait des très belles jambes, les poings il était là et très disponible tout le temps, il est toujours en déplacement, sur le coup d'œil, les esquives, il a été, d'ailleurs c'est ce qui a fait sa force et qui lui a permis d'être aussi champion autant de fois qu'il l'a été. La différence entre le champion, le numéro 1 et le numéro 2, c'est pour Amri Madani, dès le début, il avait seul objectif, c'est d'être numéro 1. Donc travailler, être disponible, être à l'écoute, ne pas prendre les choses de haut, toujours là et constamment en train de bosser pour pouvoir performer. Et lorsqu'il performait, il remettait tout ça à zéro dès le lendemain ou dès les autres jours. C'est pas, une fois qu'il est arrivé champion, il ne s'est pas dit ça y est, c'est fini, je vais rester champion. Il a continué à travailler encore de plus fort et plus belle que la première fois. Et c'est pour ça qu'il a pu perdurer, contrairement à d'autres qui vont sur un titre et après le titre, ils pensent que c'est acquis et ils vont plus loin, ils se laissent et il faut se remettre toujours encore en question. Et Amri, c'est ce qu'il a su faire et il fait tout le temps jusqu'à ce jour. Amri, merci de nous recevoir. De rien, c'est avec plaisir. On va s'intéresser un peu à Amri le boxeur, mais aussi à Amri l'homme. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu dans quel contexte tu as rencontré la boxe française? J'ai commencé en suivant mes amis, mes amis du quartier. Donc, je les ai suivis donc, au Copière sportif à Ménilmontant, dans le 20e arrondissement de Paris. Ensuite, petit à petit, je me suis accroché un peu à ce sport et j'ai été surtout remarqué par le fils de mon premier entraîneur, Yves-Marie Gardette, qui m'a repéré et de là, tout a commencé, je dirais. Et tu as combattu très vite après avoir passé la porte de la salle? Oui, en fait, j'ai commencé en septembre et dès décembre, je suis monté sur le ring. Je suis monté sur le ring pour la première fois. Et justement, ça m'amène à la question suivante. Est-ce que tu te souviens de ce que tu as ressenti la première fois que tu es monté dans le ring? Alors en assaut, parce que je crois que tu as commencé en assaut. Oui, j'ai commencé. En boxe française, il y a une différence entre les deux. Tu peux nous rappeler la différence? En fait, quand on commence jeune, on commence par les assauts. Donc c'est de la boxe, je dirais, éducative. C'est l'équivalent en boxe anglaise. C'est très technique, donc? C'est très technique. La puissance est interdite. Donc il faut une certaine maîtrise de ses gestes et de soi. Donc alors là, j'ai commencé par cette pratique-là. Et donc ouais, j'ai ressenti énormément de stress parce que bon voilà, on part avec tous les copains et beaucoup de stress à ce niveau-là. Justement, tu passes de l'assaut au combat, donc il y a une différence là, la puissance est de guise. Et comment finalement tu as vécu ton premier combat puissant? Mon premier combat s'est pas bien passé. Donc je fais mon premier combat, j'avais 16 ans, 17 ans. Et donc je boxe contre un senior, chose qui ne devait pas se faire, mais bon, j'ai accepté de faire le combat. Et en fait, je perds par KO, je prends un KO ce jour-là. Et donc voilà, beaucoup de remises en question, on se demande si on est fait pour ça, si on se trompe pas. Et écoute, j'ai persévéré. Et 3 semaines après, je gagne mon combat pour les championnats par KO contre un garçon de mon âge. Et donc là, voilà, tout a commencé. À quel moment tu décides de devenir champion? Est-ce qu'il y a un déclic à un moment donné? Le déclic, en fait, est venu lorsque le fils de mon entraîneur, dont je t'ai parlé au début, m'a emmené à Coubertin, en fait, et, pour voir les finales du championnat de France élite. Donc ce qui se fait de mieux en boxe française. Et ce jour-là, je lui ai dit, écoute, un jour je serai là et je gagnerai ici. Et depuis ce jour-là, depuis mes 14 ans, en fait, j'ai voulu devenir champion. Tu performes de plus en plus, le regard des gens change peu à peu. Le regard des gens sur toi, c'est important ou pas? Le regard de mes proches, oui. Après, le regard des gens en général, non, je m'y attarde pas trop. Moi, vraiment, ce que j'ai fait, je l'ai fait pour moi. Je me suis fixé voilà, l'objectif d'être champion. Une fois que j'ai rempli cet objectif, voilà, j'étais content et j'ai la chance
pas vivre qu'à travers ça. Je me suis construit aussi en tant qu'homme, enfin la boxe m'a aidé à me construire en tant qu'homme. Ensuite, en 99-2000, je crois que tu intègres donc le pôle France-Toulouse. Ouais, c'est ça. Donc, il y a 2 pôles France, hein. Il y en a un à l'INSEP et un à Toulouse, c'est bien ça? Exactement. Qu'est-ce qui a motivé ta décision pour partir à Toulouse plutôt qu'à Paris? C'est exactement à ce moment-là que la boxe vraiment devient très importante pour moi, ça devient vraiment sérieux. Et d'un autre côté, je suis dans un moment de ma vie où voilà, je viens d'avoir mon bac, on va dire qu'on est dans une petite crise d'adolescence où on commence à faire un... Voilà, on va plus à l'école, on est plus trop sérieux, on est tenté par, voilà, par les sorties, par les amis, etc. Donc je me suis dit, écoute, voilà, soit tu pars, soit voilà, tu peux arrêter la boxe. Enfin voilà, donc j'étais dans l'incertitude et j'ai préféré partir pour pouvoir me concentrer complètement à la boxe et à mes études. Est-ce que tu te rappelles de ton regard sur l'équipe de France quand tu y es entré? J'imagine qu'il y avait des icônes de la boxe française. Quel regard tu portais sur eux? Et bah, une fois que j'y suis rentré, ouais, c'était quelque chose d'assez particulier. Vraiment, j'avais les étoiles plein les yeux et en y réfléchissant bien, c'est les meilleurs moments dans une carrière où tu découvres tout ça. En 2006, la Savate quitte l'INSEP. Comment est-ce que toi tu as vécu ce changement géographique? Parce que vous êtes, enfin, je crois que la Savate s'est installée à Hermont-Aubonne. C'est ça. Comment ça a été vécu ça? Bah, pour moi personnellement, ça a été, ça a coïncidé en fait avec l'arrêt de ma carrière en boxe française. Donc une fois que la boxe française est sortie de l'INSEP pour s'installer à Aubonne, moi j'ai raté ma carrière en boxe française. Je pense que ça a été un coup dur. Après, bon, c'est vrai que la boxe française, c'est pas un sport olympique, qu'à l'INSEP, l'objectif, c'est d'accueillir que les sports olympiques. C'est une décision qui peut se comprendre, quelque part. Mais c'est vrai que pour moi, en tout cas, ça a été quand même... j'ai trouvé ça dommage. Et je pense que si la boxe française était restée un peu plus longtemps à l'INSEP, j'aurais continué. Et tu te mets donc au kickboxing dans le style K1. Voilà, c'est ça. Et pourquoi cette boxe en particulier? J'avais déjà boxé en kickboxing pendant ma carrière de boxe française et c'est vrai que c'est très plaisant, c'est un sport où on est moins bridé, on va dire, au niveau des règles, parce qu'il faut savoir que la boxe française c'est un sport très technique, très réglementé, très codifié, et au kickboxing on a un peu plus de liberté, donc voilà, je me suis tourné naturellement comme beaucoup d'autres l'ont fait dans le passé au kickboxing et avec succès, donc c'était tout bénef. Le style K1 il est particulier parce qu'en plus de l'aspect pied-point, il y a les coups de genoux frontaux, oui. Donc sans saisie. Sans saisie, exactement. Donc ça, tu ne le maîtrisais pas forcément quand tu étais en boxe française, et pourtant ça ne t'a pas empêché de devenir un grand champion. Donc c'est vrai que s'adapter aux genoux, c'est quelque chose de particulier, il faut le travailler, c'est comme tout. Donc moi, je l'ai travaillé, mais c'est vrai que je me suis toujours dit qu'il fallait que je garde mes qualités premières, qui étaient les qualités que j'ai acquis en boxe française, donc les déplacements, la mobilité, les enchaînements, le coup d'œil. Et donc les coups de genoux, c'est vrai que j'ai eu un petit peu de mal à m'adapter à ça. Mais ça m'a... Enfin, la petite anecdote que j'ai, c'est que lors de mon championnat du monde en K1, je gagne sur un coup de genou sauté. Et donc voilà, alors que j'en avais jamais placé, on va dire. Et donc ça m'a fait rigoler un petit peu. Et donc tu es devenu champion du monde? Oui, je suis devenu en 2009 K1. champion du monde de kickboxing. Donc super reconversion. Aujourd'hui donc tu as 33 ans et une carrière accomplie. Oui. Qu'est-ce qu'il te reste à prouver? À prouver rien, je pense. Mais aujourd'hui, en gros, pourquoi tu continues de boxer? C'est pour le plaisir? Pour le plaisir. Autre chose? Non, vraiment que pour le plaisir. Pour moi, voilà, j'ai la chance d'être dans un club très convivial où on est une grande famille et voilà. C'est ce qui me motive aujourd'hui à continuer de boxer. Et bien merci Amri, on va passer à l'initiation? Pas de problème. Allez, let's go. C'est parti. Alors Amri, là on rentre dans le vif du sujet. Tout d'abord, quelqu'un qui a envie de commencer la boxe française, qu'est-ce qu'il lui faut comme matériel au minimum pour s'entraîner? Alors, dans un premier temps, il lui faut des gants. Forcément. Forcément. Une paire de bandes, j'imagine. Une paire de bandes ou des mitaines. Pour celui qui commence, ça suffit. Ensuite, une coquille. Et ensuite, les chaussures de boxe française. C'est la particularité de la particularité de la boxe française. Donc, on est chaussé. Et voilà, ça peut être une arme redoutable. Et le protège-dents. Le protège-dents, c'est qui est là, ici. Donc, pour la partie boxe française, quelles sont les touches, enfin, quelles sont les zones de frappe qui marquent le plus de points en combat? Pour commencer, les zones de frappe,
on peut toucher tout le corps. Donc en bas, la partie médiane et le visage. Ensuite, en termes de points, ce qui est plus spectaculaire et ce qui marque le plus de points, c'est lorsqu'on touche au visage. La seule contrainte qu'on a dans ce sport, en boxe française, il ne faut pas qu'il y ait prédominance de points. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire un enchaînement au point pendant 10 secondes. En général, ce qu'on demande, c'est de faire des enchaînements pied-point, point-pied. Ensuite, on ne te dira jamais d'avoir une prédominance en jambes, parce que c'est quand même une spécificité du sport. Et donc, quand on a ton niveau, un combat, ça dure combien de rounds, de combien de minutes? Alors en fait, un combat sur des phases de qualification, c'est des rounds de 2 minutes, 3 rounds de 2 minutes, avec casque et protège tibia, coquille, etc., toutes les protections, parce qu'on est susceptible de faire 2 ou 3 combats dans la journée ou le week-end. Parce qu'en fait, sur des phases finales, que ce soit en demi-finale ou en finale des championnats nationaux ou internationaux, là, c'est 5 rounds de 2 minutes. D'accord, et là, on n'a plus de casque. Et là, on n'a plus de casque, on n'a plus de protège tibia, juste les gants, les chaussures et le cœur. D'accord. Donc là, tu vas m'initier aux techniques de base, tu vas m'initier à 3 techniques de base, et après tu m'apprendras ton petit spécifique, ton petit favori. D'accord, ok. Donc déjà, on va commencer par le fouetté. D'accord, donc c'est un coup à trajectoire circulaire. Donc je te montre, on va le faire sur les 3 zones de frappe. Donc il y a le fouetté bas, le fouetté médian et le fouetté figure. D'accord. Il y a une particularité dans la manière d'amener sa jambe? Oui, alors c'est une spécificité aussi du règlement, c'est qu'en boxe française, tous les coups de pied doivent être armés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas balancer sa jambe, comme un morceau de bois ou comme en kick ou comme dans les autres sports pied-point. On nous demande d'armer les coups. Donc armer, c'est ce mouvement-là. Là, j'arme. Là, je suis en position d'armer. Je touche, je réarme. Bon. Ok, alors je vais essayer. Ouais, vas-y, je t'en prie. Alors, je vais faire la jambe avant. Très bien. Comme ça. Très bien. Médian. Alors Ouais, par c'est contre, ça. tu Ouais, es c'est un ça. petit peu grand. Ouais, excuse-moi, je me... Ouais, Ah, très alors, bien. il faut travailler les assouplissements. Oui, il faut être assez souple. Ouais, C'est bon. c'est une des qualités requises. Bon, j'ai une carence, visiblement. Ensuite, on a le chassé. Donc le chassé, c'est un coup à trajectoire rectiligne. Comme son nom l'indique, c'est pour chasser son adversaire. Pour le tenir à Pour le distance. tenir à distance, on va dire que tu viens vers moi, je te chasse. Et ça, on peut faire 3 pas en arrière facilement. Exactement. Alors, Parce qu'il petite faut- démonstration. Petite démonstration. Donc je vais faire sur les 3 zones. J'arrive sur toi. Oui, tu arrives sur moi, hop, je te chasse. Ça, c'est ce qu'on appelle un chassé d'arrêt, parce qu'il y a beaucoup de spécificités dans le chassé. On peut avoir un chassé d'attaque, un chassé d'arrêt. Donc là, je vais déjà te montrer le coup sur les 3 zones. D'accord. Donc le chassé bas, le chassé médian, le chassé figure. D'accord. Encore une autre spécificité de ce coup, c'est un coup qu'on peut faire latéralement comme Frontalement. frontalement. Donc je peux te faire un chassé frontal, ici, médian, ou figure. Alors je vais l'essayer. Vas-y. Alors toujours avec la jambe avant. Oui. Très bien. Comme ça. Ouais. Très bien. Alors, par Et contre. figure. Ouais, c'est le bon petit conseil. Pour monter figure, si tu veux essayer de monter figure, monte ton genou. Ça va t'aider. Alors maintenant frontal. Ouais. Non, Très bien. peut-être Si, pas si, c'est fermé. ça. Si, si, c'est ça. Ouais, Ok. très bien. Bon, Très bien, très bien. figure, je vais essayer. Mais... Vas-y, essaye. Si, si, c'était pas mal ça. J'ai fait le prendre. Bon. Si, non, non, c'était bien. Ok, donc ça, c'est le chassé. C'est le chassé. Ça sert à bloquer les attaques ou les offenses de ton adversaire. C'est ça. Allez, 3e technique de base. 3e technique de base, on va voir le revers. Donc le revers, c'est un coup à trajectoire circulaire. Donc c'est un coup qui peut paraître pas très efficace au niveau puissance, mais c'est un coup qui, au niveau psychologique, qui peut être très important. Parce qu'en général, si on se prend un revers figure, tu vois, un revers, c'est ça. D'accord. En pleine tête, psychologiquement, c'est dur à encaisser. Ça marque beaucoup de points. Ça marque beaucoup de points, parce que c'est quelque chose d'esthétique, et aussi c'est une prise de risque. D'accord. Et la prise de risque, elle est valorisée. Elle est valorisée. C'est un coup qui peut se faire de façon latérale, d'accord. Donc en fait, c'est comme si je te mettais une claque avec ma semelle, d'accord. Donc j'arme comme le chassé sur le côté, et avec ma semelle, je vais venir soit t'enlever tes gants, enlever ta garde, ici, Ouais. pour ensuite, voilà, par exemple, disons un truc qu'on voit souvent, revers et une droite, tu vois. J'enlève les gants, je touche. Ou on peut le faire aussi de façon frontale.
d'accord? Ah, d'accord. Pareil, on peut aussi enlever les gants. Alors, il y a 3 revers, donc je vais les essayer. On essaye, Alors, bon, c'était en jambe arrière ou en jambe avant? comme tu veux, Alors, bon, par contre, je vais avoir du mal à toucher ton visage, mais... c'est pas grave. Ouais, Comme ça? très bien, très bien. Comme ça? Ouais, c'est très bien. Ok, et de l'autre Ça, jambe? c'est latéral. Oh, non, Ouais. non, j'ai pas assez de souplesse de cette jambe. Ouais, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Ensuite, Frontal, Comme très ça. bien. ok. C'est ça. Et après, Donc là, disons... Ah, ouais, c'est ça. c'était Ouais, ça c'est ça. Disons que je te mets une jambe ici, tu passes en dessous. oh merde. et J'ai réussi. Ouais, tu essaies de prendre le... Je suis assez fier. C'est à peu près ça. C'est bien. C'est bien. T'as bien merci. Et ta petite technique favorite? Alors, ce que j'aime bien faire, c'est Richard Aguilera qui me l'a appris. C'était son coup favori et c'est devenu le mien aussi. Donc en fait, c'est un enchaînement de 2 coups. D'accord. Donc en fait, je te mets mon direct du bras avant. Mais ce direct-là, il n'est pas fait pour te toucher, pour te faire mal. C'est surtout fait pour Pour masquer? exactement. Donc là, à ce moment-là, je te masque la vue. D'accord. Et en même temps, comment dire. Et sur le retour du direct, j'arme un chassé frontal, jambe arrière, d'accord? Ça fait ça. 1, 2. Ah oui. D'accord? Ah oui, effectivement. Et celui-là, tu n'as pas le temps de le voir. Ah, il est très surprenant. Il est très Même au ralenti. surprenant. Et, Rien qu'au ralenti, on voit qu'il peut être très surprenant en pleine vitesse. Alors, et en plus, il a comment dire. On peut aussi faire une petite variante. Donc pareil, je te masque le visage. Je viens te chercher en frontal arrière. Je me laisse retomber. Et là, boum. Avec tout le poids du corps, je descends ah oui. en droite. C'est de l'oppression totale. Et voilà. Et là, ça peut faire très très mal. D'accord, alors je vais l'essayer. On essaye. On va voir si j'y arrive. Alors, gauche. Direct, tu montes bien le genou, Oh. très bien. Voilà, Ouais, c'est ça. dans C'est l'équilibre. ça, c'est ça. Alors, boum, boum. C'est exactement ça. Bah, par contre, il faut l'automatiser, ça. hein. Ouais, ouais. Bam, bam. Et tu te laisses tomber. Très bien. Si, c'est ça. Bon. Faudra pas essayer de nous le faire, ça. Non, mais je pense pas que j'ai l'automatisme des combinaisons. C'est très bien tout ça. Bah, écoute, Tu penses que je suis prête pour un petit combat? on va voir ça tout de suite sur le ring. Mais Bon. je pense que oui. Allez, on y va. parti. On garde. Boxe. Ouais, c'est intensif. Je suis obligé de la cogner un petit peu, mine de rien, parce que sinon, c'est dur, hein. Heureusement que j'avais le gant à un moment, il m'a bien touché. Allez, top, c'est parti. Allez, super. Allez, c'est parti. Pour l'honneur. Exactement.
Ah, c'est bien ici. Bravo. Ah, merci. Bravo, bravo. C'est intense, hein, la BF. Ouais, très intense. Ça n'a pas l'air comme ça de l'extérieur, mais en réalité, avec toute cette dimension des déplacements, il faut être très rapide aussi, mais ça c'est propre à tous les sports. Il faut répéter pour avoir ce qu'on appelle des automatismes. Ce qui est bien, c'est qu'avec la boxe française, tu peux perturber ton adversaire parce que tu donnes une combinaison, puis tu pars sur la gauche ou la droite, tu sors du champ de l'adversaire. Et c'est cette dimension-là qui est intéressante, stratégique, qu'on n'a pas forcément dans tous les arts martiaux. Merci en tout cas Ambry pour cette initiation du tonnerre. J'espère que tes spectateurs ont apprécié cette initiation. Moi je vais peut-être continuer à essayer de te fouetter avec mon pied, j'entends bien. Et pendant ce temps-là, nos téléspectateurs vont essayer de réaliser leur gamme. Je vous invite pour le prochain face à face. On remercie également, j'allais oublier, Aziza Oubaïta qui m'a concocté cette superbe tenue très féminine. N'hésitez pas à passer vos commandes. Je vous dis à bientôt sur Face à Face. C'est reparti? À bientôt, au revoir. Allez. On recommence.